Bienvenue sur Culture Sapiens. Aujourd'hui, nous allons explorer un livre qui a transformé des millions de vies. Un livre qui répond à une question que beaucoup d'entre nous finissent par se poser. Que se passe-t-il quand on a réussi, sur le papier, mais qu'on a perdu ce qui compte vraiment? Ce livre raconte l'histoire de Julian Mantle, un avocat célèbre, riche, brillant, qui possédait tout ce que la société admire. Ferrari rouge, palais luxueux, prestige public, argent sans limite. Et pourtant, intérieurement, il était vide, fatigué, stressé, déconnecté, jusqu'au jour où son corps a dit « Stop ». Son cœur a cédé, son monde s'est effondré, et sa vie a basculé. Mais au lieu de s'écrouler, Julian a pris une décision radicale. Il a vendu sa Ferrari, abandonné sa carrière, stoppé la course folle, pour partir en quête de paix, de sens et de liberté intérieure. Son voyage l'a conduit dans les Himalayas, auprès des moines sages de Sivana. Et là-bas, Julian découvre des enseignements simples, mais profondément puissants, capables de transformer ton esprit, ton énergie, ta discipline, tes habitudes et ton destin. Des rituels ancestraux, des principes intemporels, des clés pour vivre pleinement et non simplement survivre. Dans cette vidéo audio, je vais te guider chapitre par chapitre, pour te transmettre leurs secrets. Comment calmer ton mental? Comment retrouver ta joie? Comment créer des habitudes puissantes? Comment trouver ton but? Comment te discipliner sans souffrir? Comment maîtriser ton énergie? Tu vas découvrir comment Julian est passé d'une vie superficielle et stressée à une vie consciente, légère et équilibrée. Et surtout, comment toi aussi tu peux appliquer ces enseignements dès aujourd'hui. Respire profondément. Tu es sur le point d'entamer un voyage intérieur. Un voyage vers ce que Robin Sharma appelle l'éveil de ton potentiel illimité. Si tu es prêt, alors je suis prêt. Chapitre 1. La métamorphose de Julian Mantle. Julian Mantle était l'incarnation parfaite du succès extérieur. Avocat pénaliste brillant, connu dans tout le pays, capable de retourner les procès les plus perdus d'avance. Son agenda, toujours plein. Ses journées, toujours trop courtes. Son ego, toujours affamé. Il roulait vite, parlait vite, mangeait vite, vivait vite. Mais derrière son costume sur-mesure et son sourire publicitaire, il y avait un visage fatigué, des yeux agités, une âme brûlée. Julian était prisonnier de sa carrière. Chaque victoire en appelait une autre. Chaque succès lui demandait encore plus de temps, encore plus d'énergie. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il plaidait dans l'un des plus grands procès de sa carrière, son cœur s'est arrêté, en plein tribunal, devant tout le monde. Son corps venait de dire ce que son esprit refusait d'entendre. Tu vas trop loin. Transporté d'urgence à l'hôpital, Julian a frôlé la mort. Et cet instant, ce minuscule battement manquant a tout changé. Quand il s'est réveillé, quelque chose était différent. La façade s'était fissurée. La Ferrari rouge, les costumes italiens, l'appartement luxueux, tout cela semblait désormais ridicule. Il n'y avait plus de joie, de sens, de paix. Julian a alors fait l'impensable. Il a vendu sa Ferrari. Il a quitté son cabinet. Il a disparu sans prévenir. Certains ont dit, il a perdu la tête. D'autres, quel gaspillage. Mais en réalité, Julian venait de se retrouver. Pendant plusieurs années, plus personne ne l'a revu. Jusqu'à un jour. Un soir, dans le bureau encore encombré de dossiers, un ancien collègue voit apparaître un homme transformé, plus mince, plus jeune, regard lumineux, peau brillante, posture calme, énergie sereine. C'était Julian, mais pas celui qu'il connaissait. L'homme stressé avait disparu. L'avocat affamé de pouvoir s'était évaporé. À sa place, un être paisible, solide, ancré. Il venait partager les enseignements des moines de Sivana, des sages isolés au cœur de l'Himalaya, maîtres en art de vivre. Et c'est là que commence la transmission. Parce que Julian a compris. Le succès extérieur n'a aucune valeur sans succès intérieur. Il avait troqué sa Ferrari contre quelque chose d'invisible.
mais infiniment plus précieux. La maîtrise de lui-même. Et maintenant, entrons dans le premier grand enseignement. Chapitre 2, la fable de Sivana. Lorsque Julian revint de l'Himalaya, il expliqua que les moines de Sivana ne transmettent pas leurs enseignements sous forme de liste, mais sous forme d'histoire. Pourquoi? Parce que l'esprit oublie les concepts, mais se souvient des images. Parce qu'une fable parle à ton imagination, à tes émotions, à ton subconscient. Voici donc la fable de Sivana, pivot central du livre. Imagine un magnifique jardin. Sublime, luxuriant, coloré. Des fleurs éclatantes. Des arbres parfaits. Une harmonie incroyable. Ce jardin représente ton esprit. Au centre de ce jardin, se dresse un phare, robuste et lumineux. Le phare représente ton but majeur. Ta mission de vie. Sans direction, le jardin n'est qu'un décor. Puis, une petite sumo rose, oui, un sumo rose, sort de derrière un buisson. Le sumo symbolise ton énergie vitale, la force brute de ton corps et de ton esprit. Il porte une corde fine autour de la taille. Cette corde représente la discipline, la rigueur qui maintient ton énergie alignée. Le sumo avance sur le sol. Et ce sol n'est pas ordinaire. Il est couvert de fleurs jaunes. Ces fleurs représentent les petits progrès quotidiens. Les habitudes positives. Peu importe où tu marches, chaque pas dans ces fleurs te rend meilleur. Mais soudain, le sumo trébuche. Il tombe, violemment, et perd conscience. Cette chute symbolise l'échec, le découragement, les moments où la vie te met à genoux. Et c'est exactement là que la magie opère. Car juste à côté, il y a un chronomètre doré. Il symbolise le temps précieux et la conscience que chaque seconde compte. Comme le sumo touche ce chronomètre, il se réveille, transformé. Pourquoi? Parce que l'échec n'est pas la fin. Il est un rappel, un réveil. En se relevant, le sumo voit un sentier, bordé de diamants. Ce sentier représente le chemin de service. Aider les autres, apporter de la valeur, contribuer. Et au bout du sentier, un arc-en-ciel, symbole final de la joie, de l'équilibre et de la réalisation intérieure. Cette fable peut paraître étrange, mais elle contient cette leçon fondamentale. Ton esprit est ton jardin. Tu as besoin d'un but clair. Ta discipline protège ton énergie. Les petites habitudes font les grandes vies. L'échec te réveille. Le service donne du sens. La joie est au bout du chemin. Julian explique que les moines sont devenus lumineux, non pas en fuyant la vie, mais en la comprenant. Tu peux courir après l'argent, la vitesse, la compétition, mais si tu oublies de cultiver ton jardin intérieur, tu perdras tout. Cette fable est la carte de ton esprit. Elle n'est pas là pour décorer, elle est là pour te guider. Silence court. Lorsque Julian finit de raconter cette histoire, son interlocuteur est d'abord perplexe. Un sumo rose? Des fleurs jaunes? Un chronomètre? Mais ce n'est pas un message rationnel. C'est un message symbolique. Et plus tu vas avancer, plus cette fable va se déplier. Tu vas voir comment chaque élément devient une technique, une règle, une pratique, une voie. Chapitre 3. Maîtriser ton esprit, ton jardin intérieur. Dans la fable, le jardin luxuriant représente ton esprit. Les moines enseignent que ton mental est comme un terrain fertile. Ce que tu y plantes finira toujours par pousser. Si tu plantes la peur, le doute, la colère, l'inquiétude, tu récolteras stress, anxiété, fatigue. Mais si tu plantes la confiance, la gratitude, la patience, la joie, tu récolteras paix, énergie, clarté. Ton esprit crée ton expérience. C'est pourquoi la première règle des moines est: protège ton jardin. Car dans ce jardin, il y a deux types de graines, les pensées utiles et les pensées toxiques. Et ces dernières arrivent par défaut. Télévision négative, réseaux sociaux infinis, critiques, comparaison. La société plante des mauvaises herbes sans arrêt. La plupart des gens laissent pousser n'importe quoi dans leur jardin. Ils laissent le jugement, la comparaison, l'inquiétude anticipée, l'autocritique sévère. Et ils s'étonnent d'être malheureux. Les moines disent:
Le jardin de ton esprit est ton bien le plus précieux. Parce que tout le reste dépend de lui. Tu ne peux pas construire tes rêves dans un jardin chaotique. Prendre de bonnes décisions avec un mental pollué. Être heureux avec la tête pleine de mauvaises herbes. Rappelle-toi, tu ne peux pas contrôler tous les événements. Mais tu peux contrôler ce que tu cultives. Exemple concret. 2 personnes vivent un même échec. La première se dit « Je suis nulle. Je n'y arriverai jamais ». La seconde se dit « J'ai appris quelque chose. Je vais faire mieux ». Le même événement. 2 jardins différents. 2 destins opposés. La technique des moines, le jardinage mental. Chaque fois qu'une pensée négative pousse, arrache-la doucement et plante autre chose. Je ne suis pas assez compétent, non je suis en train d'apprendre. Les autres sont meilleurs que moi, non je grandis à mon rythme. C'est trop difficile, non je suis capable de progresser. Tu ne chasses pas la mauvaise pensée. Tu la remplaces. C'est le secret. La loi des 2 minutes. Toute inquiétude qui dure plus de 2 minutes n'est qu'une conversation toxique avec toi-même. Respire. Reviens à maintenant. Arrache la mauvaise herbe. Plante une graine utile. Tu deviens ce que tu répètes. Chaque pensée est un entraînement. Tu conditionnes ton cerveau, comme un muscle. Pense courage. Tu deviens courageux. Pense gratitude. Tu deviens léger. Pense possibilité. Tu deviens créatif. Ce n'est pas de la magie. C'est de la neuroplasticité. Les moines mettent en garde. Le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur. Il est dans ton jardin. Et si tu ne le maîtrises pas, il deviendra sauvage. Résumé de ce chapitre. Ton esprit égale ton jardin intérieur. Tu choisis les graines. Remplace, ne chasse pas. La discipline mentale crée ton destin. Ce que tu répètes, tu deviens. Silence doux. Maintenant que ton esprit est ton jardin. Regardons ce qui guide le jardin. Le phare. Sans but. Le plus beau jardin reste inutilisé. Chapitre 4. Le phare, le but de ta vie. Au centre du jardin de Sivana, se dresse un phare lumineux. Ce phare représente ton but majeur. Ce pourquoi tu es ici. Ce qui donne direction à ta vie. Les moines disent « Celui qui n'a pas de but est condamné à être dirigé par ceux qui en ont ». La plupart des gens ne sont pas malheureux par manque d'effort, mais par manque de direction. Ils courent. Ils s'épuisent. Mais vers quoi? Sans phare. Tu t'éparpilles, tu te compares, tu te perds. Avec un phare, tu filtres ce qui compte. Tu dis non avec confiance. Tu avances avec paix. Pourquoi un but? Parce que le but donne sens à ta souffrance. Le but transforme l'obstacle en chemin. Le but donne à ton énergie une direction. Sans but, le stress est chaos. Avec but, le stress devient carburant. Torche électrique, 2 types de buts. Un but extérieur. Carrière, finance, maison, projet, important, mais incomplet. 2 buts intérieurs. Paix, contribution, croissance, amour, essentiel. Une vie équilibrée à les 2. Exemple concret. 2 personnes travaillent dans le même bureau. A. Travaille pour payer les factures. B. Travaille pour développer son potentiel et aider réellement les clients. Même lieu, même effort. 2 expériences intérieures totalement différentes. Parce que l'intention change tout. La clarté crée l'énergie. Tu remarqueras ceci. Quand tu sais exactement ce que tu veux, tu deviens plus discipliné, plus courageux, plus résilient. Ton cerveau élimine le bruit. Tu entres dans ce qu'on appelle l'alignement. Pas besoin d'être extrême. Un but, ce n'est pas devenir milliardaire, sauver la planète, tout changer. Un but peut être simple. Élever tes enfants avec conscience. Servir honnêtement ton métier. Créer avec amour. T'améliorer chaque jour. Les moines recommandent. Écris ton but. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas écrit n'existe pas réellement. Ton cerveau a besoin de vision, de précision, de répétition. Le rituel du but clair. Aujourd'hui, prends 10 minutes et note ce que tu veux vraiment. Pourquoi tu le veux? Comment tu veux te sentir en l'obtenant? Tu viens de construire ton phare. Rappel puissant. Sans but clair, même la meilleure discipline s'épuise. Avec but clair, même les obstacles deviennent du carburant. Le monde extérieur est océan.
Ton esprit est ton navire. Ton but est ton phare. C'est ce phare qui t'empêche de te noyer et qui te montre la terre, même dans le brouillard. Maintenant que ton esprit est clair et que ton but se met en lumière, il nous faut une force intérieure pour soutenir ce voyage. Cette force porte un nom, l'autodiscipline. Chapitre 5, le sumo et la corde, la discipline. Dans la fable de Sivana, le sumo rose porte autour de sa taille une fine corde. Ce détail est important. La corde représente la discipline, l'autocontrôle, la force intérieure. Pourquoi un sumo? Parce que le sumo symbolise la puissance brute, l'énergie vitale, la passion. Mais sans corde, cette force devient chaotique. La discipline n'est pas là pour brider ton énergie. Elle est là pour l'orienter. Sans discipline, l'énergie se disperse. Avec discipline, elle devient imparable. La discipline n'est pas une prison. Tu as peut-être associé discipline à rigidité, punition, sacrifice. Mais les moines de Sivana enseignent. La discipline est une forme de liberté. Pourquoi? Parce que elle te libère de l'impulsivité. Elle te libère de la procrastination. Elle te libère de la dépendance aux émotions. La discipline, c'est se choisir. La règle des petits pas. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent tout changer d'un coup. Mais les moines disent, une petite victoire répétée 1 millier de fois crée une transformation. Un rituel de 10 minutes, consistamment répété, transforme ton esprit, ton corps, ta chimie interne. La technique des 10 minutes. Voici l'un des enseignements clés. Chaque matin, pratique un rituel de discipline de 10 minutes. Méditation, lecture, écriture, respiration, visualisation. Peu importe. Le but n'est pas la performance. Le but est de montrer à ton esprit que tu te choisis chaque matin. Après 21 jours, ton cerveau crée un circuit automatique. Tu deviens discipliné, sans effort conscient. Pourquoi la discipline est difficile? Parce que ton cerveau primitif a 2 priorités. Économie d'énergie, sécurité. Changer égale effort. Effort égale danger potentiel. Ton cerveau préfère la répétition monotone. Mais toi, tu veux évoluer. La clé est simple. Ne lutte pas contre ton cerveau. Offre-lui de petits challenges réguliers. Le cerveau s'adapte par micro-stress positif. Un peu de froid, un peu de difficulté, un peu de silence, un peu de solitude. Et tu deviens plus solide. Discipline diffère de motivation. Les moines le rappellent. Motivation égale émotion. Discipline égale décision. Ceux qui se basent sur la motivation abandonnent dès que l'émotion baisse. Ceux qui se basent sur la discipline continuent, même sans envie. Et dans ce continu, ils deviennent puissants. Exemple concret. 2 personnes veulent courir. A. Je vais courir quand je serai motivé. Résultat? Rarement. B. Je cours tous les matins 10 minutes. Résultat? Transformation. L'une attend, l'autre construit. Résumé du chapitre. L'énergie brute ne suffit pas. La discipline la transforme. Petits pas, grands efforts sporadiques. La régularité crée la magie. La discipline est un muscle. Silence doux. Maintenant que tu sais utiliser ton énergie, il te faut une stratégie intérieure pour nourrir ton esprit. Et c'est là qu'intervient la maîtrise des habitudes. Chapitre 6, les fleurs jaunes, les habitudes quotidiennes. Dans la fable de Sivana, le sumo marche sur un sol recouvert de fleurs jaunes. Ces fleurs représentent les petits gestes quotidiens, les habitudes régulières, les micro-améliorations. Les moines de Sivana disent, tu n'es pas ce que tu fais parfois, tu es ce que tu fais chaque jour. Ce sont les petites actions qui créent les grandes destinées. Beaucoup de gens se concentrent sur les grands efforts, les coups de motivation massifs, les projets explosifs. Mais la vie se construit sur des cycles minuscules. 1. La puissance de 1% par jour. Imagine t'améliorer seulement de 1% chaque jour. Au début, on ne remarque presque rien. Mais après des semaines, des mois, des années, tu deviens une autre personne. 1% par jour,
Ce n'est pas l'intensité. C'est la régularité. 2. Pourquoi des fleurs jaunes? Parce que le jaune symbolise la joie simple, la clarté, la constance. L'idée est simple. Cherche la croissance dans les petits détails. Un verre d'eau le matin. Coucher son téléphone. Lire 10 pages. Respirer 3 minutes. Écrire 5 lignes. Toutes ces actions, invisibles sur une journée, deviennent irréfutables sur une vie. 3. Le cerveau adore les habitudes. Ton cerveau aime automatiser, pour économiser de l'énergie. Habitude égale économie cognitive. Tu libères ton esprit pour créer, réfléchir, ressentir, construire. Moins tu réfléchis à quand faire quelque chose, plus tu peux te concentrer sur bien le faire. 4. La formule de l'habitude des moines. Une habitude solide contient un déclencheur, une action simple, une récompense émotionnelle. Exemple. Au réveil, 10 minutes d'étirement, sensation de chaleur. Ton cerveau adore ça. 5. Les 7 rituels que les moines conseillent. Voici 7 mini-habitudes de Sivana. 1. Silence du matin. 3 minutes de respiration consciente. 2. Lecture quotidienne. 10 pages de sagesse nourrissent ton esprit. 3. Journal. Les pensées s'éclaircissent quand tu écris. 4. Mouvement léger. Le corps active l'esprit. 5. Verre d'eau au réveil. Le cerveau se réhydrate. 6. Priorité unique du jour. Une seule chose importante. 7. Gratitude. Note 3 petites choses positives. Simple. Puissant. Transformateur. 6. L'habitude crée l'identité. Les moines l'affirment. Tu n'attends pas d'être discipliné. Tu deviens discipliné en agissant. Tu ne médites pas parce que tu es calme. Tu médites pour le devenir. Tu n'écris pas parce que tu es inspiré. Tu écris pour t'inspirer. C'est l'action qui crée l'identité, pas l'inverse. 7. L'ennemi invisible. Ton vrai ennemi n'est pas la paresse, le manque de temps, le manque de motivation. Ton vrai ennemi est l'incohérence. Faire quelque chose 2 jours et abandonner 10 jours. C'est le meilleur moyen de ne jamais évoluer. Moralité du chapitre. Cultive de petites fleurs jaunes chaque jour. Un jardin fleuri n'a pas besoin de force brute, juste d'une gentille constance. Petit silence. Une fois que tu maîtrises tes habitudes, tu vas rencontrer un obstacle inévitable. L'échec, les chutes, les moments où on tombe. Et c'est là qu'intervient. Chapitre 7. La chute du sumo, les leçons de l'échec. Dans la fable, le sumo tombe. Il s'écroule lourdement sur le sol. Il perd connaissance. Tout semble terminé. Mais cette chute n'est pas une fin. C'est un tournant. Les moines enseignent. Celui qui n'échoue jamais n'apprend rien de lui-même. L'échec est la porte de la transformation. Pas une punition. Pas une malédiction. Une opportunité de se réveiller. 1. L'échec n'est pas un mur, c'est un miroir. Quand tu tombes, la vie te tend un miroir. Elle te montre où tu n'étais plus aligné, ce que tu refusais de voir, ce que tu dois encore apprendre. Julien, avant de tout quitter, avait échoué intérieurement. Il avait réussi à l'extérieur, mais il avait échoué à être heureux. Cet échec a été son réveil. 2. L'échec te purifie. Les moines de Sivana disent: la chute nettoie ton orgueil, ton impatience et ton ignorance. Quand tout s'écroule, il ne reste que l'essentiel. C'est ce moment où tu ne peux plus tricher avec toi-même. Tu dois choisir. Continuer dans la peur ou renaître dans la vérité. 3. Le pouvoir du redressement. Après sa chute, le sumo touche le chronomètre doré, symbole du temps et de la seconde chance. C'est là que tout change. Il se relève. La sagesse de Sivana dit: tant que tu respires, tu as une nouvelle chance. Ce qui te définit n'est pas ta chute, mais ta capacité à te relever avec conscience. Chaque échec devient un enseignant silencieux. 4. Le rituel de la reprise. Quand tout semble perdu, respire. Observe la leçon cachée. Pardonne-toi. Recommence doucement. Les moines répètent: ce n'est pas le poids du fardeau qui t'écrase, mais la manière dont tu le portes. 5. Exemple concret. Tu perds un projet, un emploi, une relation.
Tu peux réagir de deux façons. Pourquoi moi? Douleur prolongée. Que m'enseigne cette épreuve? Croissance accélérée. La deuxième te transforme. La première te fige. 6. L'échec révèle la vraie force. L'échec te ramène à l'humilité, à la gratitude, à la présence. Il t'apprend la patience et le détachement. Parce que tu découvres enfin que la valeur d'une vie ne se mesure pas à la performance, mais à la profondeur avec laquelle tu vis chaque instant. Moralité du chapitre. Chaque chute est un message. Chaque douleur contient une clé. Chaque perte cache un apprentissage. L'échec n'est pas un ennemi. C'est ton maître intérieur. Et quand le sumo se relève, il n'est plus le même homme. Il a compris le temps. Il a compris la seconde chance. Et il aperçoit au loin un sentier lumineux. Le chemin de service. Chapitre 8. Le chemin de diamant. Servir les autres. Lorsque le sumo se relève, il découvre un sentier bordé de diamants. Ce sentier, dans la fable, représente le chemin du service. Les moines de Sivana disent: la vraie richesse, c'est celle que tu offres aux autres. Ce n'est pas une métaphore morale. C'est une loi universelle. Plus tu sers, plus tu t'élèves. Plus tu donnes, plus tu reçois. 1. Le sens de la vie est dans la contribution. Julian avait compris une chose essentielle. Il avait passé sa vie à accumuler. Aux richesses, pouvoir, au prestige. Mais tout cela l'avait vidé. Parce que le cœur humain ne se nourrit pas de possession. Il se nourrit de partage. C'est en donnant un peu de ce que tu as, ton temps, ton écoute, ton savoir, ta présence, que tu découvres une joie durable. Pas la joie excitée, mais la joie paisible de savoir que tu es utile. 2. Le paradoxe du bonheur. Plus tu cherches ton propre bonheur, plus il te fuit. Mais plus tu cherches à apporter du bonheur aux autres, plus il te revient naturellement. C'est le paradoxe du service. Le bonheur vient en chemin, jamais en destination. Les moines de Sivana appellent cela le chemin des diamants. Parce que chaque bonne action, chaque geste bienveillant, dépose un diamant dans ton propre cœur. 3. Donner ne veut pas dire s'oublier. Beaucoup confondent don et sacrifice. Servir ne veut pas dire se négliger. Les moines insistent. Tu ne peux pas donner de l'eau d'un puits vide. Tu dois d'abord te remplir de paix, d'énergie, d'amour, pour pouvoir en offrir autour de toi. La première personne que tu dois apprendre à servir, c'est toi-même avec bienveillance. 4. Exemple concret, le service invisible. Tu n'as pas besoin de sauver le monde. Tu peux écouter une personne fatiguée, sourire à un inconnu, enseigner quelque chose à un enfant, offrir ton calme dans une situation tendue. Le service n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il a juste besoin d'être sincère. 5. Le service comme ancrage spirituel. Les moines vivent pour contribuer, non pour être vus. Ils plantent des graines de sagesse, sans attendre de reconnaissance. Leur bonheur vient du geste lui-même. Et Robin Sharma nous invite à faire pareil. Trouver dans chaque journée un petit espace, où tu crées de la valeur pour quelqu'un d'autre. C'est là que se cache la vraie puissance. Tu sors du moi pour entrer dans le nous. 6. Le service redonne du sens au succès. Julian le dit clairement. J'ai compris que le vrai succès n'est pas d'avoir beaucoup, mais d'être une source de lumière dans la vie d'autrui. Quand tu sers, tu ne perds pas ton énergie. Tu la multiplies. Tu n'appauvris pas ta vie. Tu l'élèves. 7. Moralité du chapitre. Le chemin de diamant. C'est la route de la gratitude, de l'amour et du partage. Chaque fois que tu aides sincèrement quelqu'un, tu brilles un peu plus. Et plus tu brilles, plus tu éclaires la route des autres. Voilà la véritable sagesse de Sivana. La paix intérieure ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu offres. Chapitre 9. Le rituel de la solitude. Après avoir raconté la fable de Sivana, Julian commence à transmettre à son ami les 7 rituels de vie éternelle. Le premier s'appelle le rituel de la solitude. Les moines le considèrent comme la base de tous les autres. Parce que sans silence, il n'y a pas de clarté. Et sans clarté, il n'y a pas d'évolution intérieure. 1. Retrouver le silence du cœur. Le rituel de la solitude. C'est le moment chaque jour où tu te retires du bruit du monde. Pas besoin d'un monastère. Pas besoin de montagne ou d'encens. Ce dont tu as besoin,
C'est d'un espace intérieur où le tumulte se tait. Les moines appellent cela le sanctuaire du cœur. Julian explique. Chaque matin, les moines s'isolent quelques minutes pour écouter le murmure du silence. C'est là qu'ils puisent leur énergie, leur concentration, leur sagesse. 2. Le monde moderne a peur du silence. Aujourd'hui, beaucoup confondent silence et vide. Ils remplissent chaque instant de bruit, de notifications, de conversations, d'écrans. Mais ce que tu fuis, c'est toi-même. Les moines enseignent. Quand tu apprends à rester seul avec toi, tu découvres que tu n'as jamais été seul. Le silence n'est pas une absence de son. C'est une présence plus profonde. Celle de ta propre conscience. 3. Comment pratiquer la solitude ? Julian recommande à son ami d'instaurer un rituel quotidien simple. 1. Choisis ton sanctuaire. Un lieu calme, coin de chambre, banc de parc, voiture stationnée, salle vide. Ce qui compte, c'est la constance, pas le décor. 2. Même heure chaque jour. Les moines le font à l'aube. Mais tu peux le faire quand ton esprit est réceptif. Le matin ou juste avant de dormir. 3. Respire et observe. Pas besoin de méditer, comme un moine. Assieds-toi simplement. Respire. Regarde passer tes pensées. Observe sans juger. 4. Une intention claire. Avant chaque session, dis-toi. Je rentre dans le silence pour me retrouver. 4. Les bienfaits profonds. Après quelques jours, tu remarqueras que ton esprit s'éclaircit, ton intuition se renforce, ton stress diminue, tes décisions deviennent plus justes. Parce que tu cesses de réagir au monde. Et tu commences à le percevoir avec lucidité. Le silence agit comme un miroir. Il te montre où tu en es, et ce que ton âme cherche à te dire. 5. Exemple concret. Imagine que ton esprit soit une eau trouble. Si tu continues à la remuer sans arrêt, tu ne verras jamais le fond. Mais si tu la laisses reposer, la boue tombe au fond, et l'eau devient claire. C'est exactement ce que fait le silence. Il dépose la poussière mentale. 6. La solitude n'est pas l'isolement. Les moines font une distinction essentielle. Être seul n'est pas être isolé. L'isolement coupe du monde. La solitude relie à soi. C'est dans le silence que tu renoues avec ton âme et que tu entends le langage de la paix. 7. Une pratique accessible à tous. Tu n'as pas besoin d'une heure. Commence par 5 à 10 minutes. Fais-le chaque jour, à la même heure. C'est cette régularité qui ouvre la porte de la profondeur. Julian dit, c'est dans ces moments que tu redécouvres la puissance du présent. Moralité du chapitre. Le rituel de la solitude t'apprend à écouter ta voix intérieure. Dans un monde qui parle trop, c'est dans le silence que les graines du changement prennent racine. Silence doux, musique légère et lumineuse. Et maintenant que tu as retrouvé le silence du cœur, il est temps d'apprendre à nourrir ton temple, ton corps, ton énergie, ton souffle vital. Chapitre 10. Le rituel physique. Le corps comme un temple. Après le silence intérieur, vient le mouvement conscient. Julian raconte à son ami que, dans la vallée de Sivana, chaque moine consacre une partie de la journée à entretenir son corps. Par le mouvement, par la respiration, par la conscience du geste. 1. Le corps est un véhicule sacré. Les moines disent, ton corps est le seul lieu où ton âme peut vivre. Tu peux posséder des biens, des projets, des ambitions, mais sans un corps en santé, tout cela s'effondre. Le corps n'est pas ton ennemi. Il est ton allié spirituel. C'est lui qui traduit tes pensées en action, tes émotions en énergie, tes rêves en mouvement. 2. Le lien entre énergie et clarté. Quand ton corps est fatigué, ton esprit s'embrouille. Quand il est tonifié, ton mental devient vif. C'est pour cela que les moines commencent leur journée. Par des mouvements simples et conscients. Respiration profonde. Marche lente. Étirement. Posture de yoga. Méditation active. Ces gestes réveillent la circulation énergétique du corps. Julian l'appelle la danse de l'énergie intérieure. 3. Le matin, moment sacré. Les moines se lèvent avant le lever du soleil. Leur première heure est une offrande à leur temple intérieur. Ils marchent pieds nus sur la terre, respirent profondément et saluent la lumière. Ce rituel, dit Julian, leur donne une énergie calme et durable toute la journée. Pendant que le monde s'agite, eux s'enracinent. 4.
Le corps obéit à la loi de la régularité. Ton corps adore les routines. Quand tu bouges tous les jours, tu n'as pas besoin de forcer. C'est la régularité, pas l'intensité, qui transforme ta vitalité. Même 15 minutes par jour suffisent. Mais fais-le chaque jour. Julian disait, la meilleure séance, c'est celle que tu ne manques jamais. 5. Exemple concret, le rituel des 20 minutes. Julian propose à son ami le rituel suivant. 5 minutes de respiration ou méditation active. 10 minutes de mouvement physique, marche, yoga, étirement, danse libre. 5 minutes de gratitude ou d'observation du corps. Ce rituel réveille ton énergie, aligne ton mental, prépare ton esprit à la journée. 6. Le corps influence l'esprit. Les moines observent. Tu ne peux pas avoir une pensée claire dans un corps engourdi. Chaque émotion a une traduction physique. La peur contracte. La colère accélère. La joie détend. La gratitude ouvre. Bouger ton corps, c'est aussi bouger ton état intérieur. 7. Les bienfaits visibles. En quelques jours seulement, ton sommeil s'améliore. Ta digestion se calme. Ton humeur devient stable. Ta confiance s'ancre. Et surtout, ton corps devient un canal de paix plutôt qu'un poids. 8. Le corps n'est pas un obstacle spirituel. Certaines traditions anciennes ont opposé le corps et l'âme. Les moines de Sivana, eux, enseignent l'union des deux. Ton corps est ton premier maître spirituel. Chaque tension physique révèle une tension mentale. Chaque relâchement du corps libère l'esprit. Moralité du chapitre. Entretiens ton corps avec amour, pas avec exigence. Bouge pour te connecter, pas pour te prouver quelque chose. Prends soin de ton temple. Et ton temple te servira toute ta vie. Maintenant que tu as appris à respecter ton corps, il est temps d'apprendre à le nourrir avec sagesse. Car la nourriture aussi peut être spirituelle. Chapitre 11. Le rituel de la nutrition. Nourrir le corps et l'âme. Julian explique que, dans la vallée de Sivana, les moines vivent longtemps, restent jeunes, alertes et lumineux. Pas à cause d'un secret mystique, mais parce qu'il honore la nourriture, comme une énergie vivante. 1. La nourriture est une énergie, pas une distraction. Les moines disent, chaque bouchée est un message à ton corps. Quand tu manges en conscience, tu offres à ton corps de la vitalité. Quand tu manges dans la hâte, la colère ou la distraction, tu avales du chaos. Julian raconte que les moines prennent leur repas, lentement, dans le silence, avec gratitude. Ils mâchent chaque bouchée comme une méditation. 2. Le principe du vivifiant. Leur règle est simple. Mange ce qui a encore de la vie. Autrement dit, des fruits frais, des légumes colorés, des céréales entières, de l'eau pure, des aliments simples et naturels. Moins un aliment est transformé, plus il conserve la vibration de la vie. C'est pourquoi les moines évitent les excès de sucre, les plats trop lourds ou industriels. Ils savent que ce que tu ingères devient ton énergie mentale. 3. Le rituel du repas sacré. Chaque repas commence par un moment de gratitude silencieuse. Ils ferment les yeux et remercient la terre, le soleil, les cultivateurs, la vie. Ce geste simple transforme l'acte de manger en un acte sacré. Julian dit, ils ne mangent pas seulement pour se nourrir, ils mangent pour honorer la vie. 4. Le poison de la surabondance. Les moines observent que dans les sociétés modernes, on ne meurt pas de manque, mais d'excès. Trop de nourriture, trop vite, trop souvent. Leur enseignement est clair. Mange moins, vis plus. Leur secret, quitter la table avant d'être plein. S'arrêter quand le corps est nourri, avant que l'esprit réclame encore. 5. La conscience pendant le repas. Quand tu manges, pose ton téléphone, ralentis, sens les textures, écoute ton corps. C'est ce que les moines appellent le repas méditatif. Car si ton esprit est agité, même la nourriture la plus saine devient lourde. Mais si ton cœur est en paix, même un repas simple devient une bénédiction. 6. L'alimentation et l'énergie spirituelle. Les moines remarquent que les aliments naturels et légers gardent leur énergie haute. Ils évitent tout ce qui endort l'esprit. Alcool, excès de viande, aliments ultra transformés. Leur but n'est pas d'être parfait, mais d'être conscient. Chaque aliment devient une offrande à leur temple.
7. Exemple concret. Julien recommande à son ami. Essaie de manger pendant une semaine comme un moine. Simple, frais, coloré, lentement. Il remarque rapidement. Plus de clarté mentale, plus d'énergie stable, moins de fatigue, et une paix nouvelle. Parce que le corps reçoit moins de chaos, et peut enfin respirer. 8. Moralité du chapitre. Ce que tu manges devient ce que tu ressens. Ton assiette peut être une méditation quotidienne. Chaque bouchée consciente est un acte d'amour envers toi-même. Le corps est maintenant nourri. L'esprit est calme. Le cœur apaisé. Mais un moine ne nourrit pas seulement son corps. Il nourrit aussi son esprit. Et c'est le sujet du prochain chapitre. Le rituel du savoir. Chapitre 12. Le rituel du savoir, nourrir l'esprit. Les moines de Sivana sont d'une sérénité incroyable. Pas parce qu'ils méditent toute la journée, mais parce qu'ils entretiennent leur mental comme un feu sacré. Julien explique. Ils consacrent du temps chaque jour à nourrir leur esprit de sagesse, de beauté et de vérité. C'est ce qu'ils appellent le rituel du savoir. 1. L'esprit, comme le corps, a besoin d'alimentation. Si tu veux un esprit fort, stable et lumineux, tu dois choisir ce que tu lui donnes à manger. Les moines disent, ton esprit devient ce que tu consommes chaque jour. Et la plupart des gens nourrissent leur mental de peur, information superficielle, drame, comparaison, distraction, puis s'étonnent d'être fatigués, dispersés, anxieux. Mais si tu choisis de lire, d'écouter, de regarder ce qui t'élève, tu changes ta vibration intérieure. 2. La lecture consciente. Chaque matin ou chaque soir, les moines lisent quelques pages d'un texte inspirant. Sagesse ancienne, poèmes, philosophie, ou simples histoires de vie. Le but n'est pas de lire beaucoup, mais de lire lentement et profondément. Julien recommande. Lis pour comprendre, pas pour accumuler. Quelques phrases comprises et ressenties valent mieux qu'un livre avalé sans présence. 3. La loi de l'exposition. Ton cerveau est comme une éponge. Il absorbe ce que tu lui exposes. Expose-le à la peur, tu vivras dans la peur. Expose-le à la beauté, tu verras la beauté. Expose-le à la sagesse, tu penseras avec sagesse. Chaque lecture, chaque contenu, est une influence invisible qui sculpte ton esprit. 4. Exemple concret, la bibliothèque intérieure. Julien conseille de créer une petite bibliothèque spirituelle. Une collection de livres qui nourrissent ton âme. Pas besoin d'en avoir des dizaines. Quelques œuvres choisies suffisent. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. L'alchimiste de Paulo Coelho. Le moine qui vendit sa Ferrari lui-même. Chaque fois que tu ouvres ces livres, tu verses un peu de lumière dans ton mental. 5. Le rituel de la prise de notes. Les moines ne se contentent pas de lire. Ils écrivent. Ils résument. Ils méditent sur les leçons. Julien explique que cette habitude de noter grave les idées dans la mémoire, clarifie les pensées, transforme le savoir en sagesse. Ce que tu écris, tu l'intègres. Chaque mot devient un pas vers la conscience. 6. Le partage du savoir. Un moine ne garde pas la connaissance pour lui. Il la partage, humblement. Parce que l'enseignement est la forme la plus noble d'apprentissage. Julien dit, quand tu enseignes, tu apprends 2 fois. En transmettant ce que tu découvres, tu solidifies ta compréhension, et tu fais circuler la lumière. 7. La qualité plutôt que la quantité. Le rituel du savoir n'est pas une compétition intellectuelle. Il ne s'agit pas de devenir cultivé, mais éclairé. Lis peu, mais lis bien. Écoute peu, mais écoute profondément. Expose-toi à ce qui t'élève, pas à ce qui t'épuise. 8. Moralité du chapitre. Ce que tu nourris dans ton esprit devient le climat de ta vie. Lis des livres qui t'ouvrent. Écoute des idées qui te grandissent. Entoure-toi de voix qui t'élèvent. Chaque jour, verse un peu de sagesse dans ton mental. C'est le carburant de ton éveil. Maintenant que ton corps et ton esprit sont nourris, il te reste un dernier rituel. Le plus subtil, le plus profond. Le rituel de la réflexion. Celui qui transforme le savoir en sagesse. Et l'expérience en paix. Chapitre 13. Le rituel de la réflexion. Le retour à soi. Julien explique que les moines de Sivana terminent chaque journée par un rituel silencieux,
simple, mais transformateur. Ils réfléchissent, pas dans le sens intellectuel, mais dans le sens spirituel. Ils se regardent avec lucidité et douceur. 1. Le miroir de la conscience. Le soir, assis dans le calme, les moines ferment les yeux et repassent leur journée comme un film. Pas pour juger, mais pour comprendre. Ai-je agi selon mes valeurs? Ai-je parlé avec bienveillance? Ai-je respecté mon esprit et mon corps? Ai-je grandi un peu plus aujourd'hui? Cette introspection quotidienne leur permet d'aligner leurs actions avec leur idéal de sagesse. Julian appelle cela le miroir intérieur. 2. La différence entre la culpabilité et la lucidité. Les moines ne se blâment pas pour leurs erreurs. Ils les observent, les comprennent et les transforment en leçons. Ils disent: l'erreur n'est un poids que si tu refuses de la regarder. La réflexion est donc un acte d'amour envers soi-même. Tu te donnes le droit d'apprendre, de te pardonner et d'évoluer. 3. Le journal du soir. Julian recommande un rituel simple que les moines pratiquent avec assiduité. Le journal de réflexion. Chaque soir, note 3 choses. Ce que j'ai bien fait aujourd'hui. Ce que j'aurais pu faire mieux. Ce que j'apprends de cette journée. Ce simple geste calme ton mental, clarifie tes émotions et te rend plus conscient demain. 4. Le pouvoir de la constance. Ce rituel n'est pas un exercice intellectuel. C'est une conversation quotidienne avec ton âme. Chaque soir, tu nettoies la poussière de ton esprit. Tu fermes le jour avec paix. Tu dors le cœur léger. Et, jour après jour, tu deviens un peu plus sage, un peu plus lucide, un peu plus vivant. 5. Exemple concret, le moine et l'eau. Julian raconte cette image simple. Un moine lui montre une bassine d'eau. Il agite la surface et dit: voici ton esprit quand tu vis sans réflexion. Puis il attend que l'eau se calme. Voici ton esprit quand tu prends le temps de te regarder. La réflexion, c'est ce moment où l'eau devient claire. Tu commences à voir ce qui était déjà là. Ta paix naturelle. 6. Le rituel de gratitude. Avant de dormir, les moines remercient la vie. Pour les rencontres du jour. Pour les leçons. Pour les épreuves même. Ils savent que chaque jour est un cadeau d'évolution. Et cette gratitude transforme leur sommeil en méditation. 7. La paix de celui qui se connaît. Julian conclut: le bonheur ne se trouve pas dans le futur, mais dans la connaissance de soi. Quand tu apprends à te regarder avec honnêteté, sans peur ni jugement, tu n'as plus besoin de fuir la vie. Tu peux enfin la vivre. Moralité du chapitre. Le rituel de la réflexion t'enseigne à fermer chaque journée avec conscience, à purifier ton esprit et à préparer ton cœur à la gratitude. C'est la clé de la sagesse tranquille, celle qui ne dépend ni des circonstances, ni du hasard. Silence, musique douce et apaisante, ton conclusif. Et c'est ainsi que se termine le voyage de Julian Mantle. Du stress à la sérénité, de la peur à la paix, de la Ferrari rouge, au silence doré de l'Himalaya. Et voilà, le voyage de Julian Mantle touche à sa fin. L'histoire de cet avocat brillant, épuisé par la course du succès, qui a tout quitté pour trouver la paix, n'est pas qu'un conte. C'est un miroir. Un rappel que la vraie réussite n'est pas d'avoir plus, mais de vivre mieux. Merci d'avoir écouté cette lecture inspirée de Le moine qui vendit sa Ferrari, de Robin Sharma. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Culture Sapiens pour continuer ce voyage à travers les livres qui éveillent l'esprit et nourrissent le cœur.